Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la dernière série phénomène de Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette série est une adaptation du célèbre dessin animé du même nom. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu cette adaptation cinématographique catastrophique. Mais aujourd'hui, est-ce que cette nouvelle adaptation télévisée a réussi à redorer le blason de l'univers d'Avatar? C'est ce que nous allons découvrir. Avatar, le dernier maître de l'air est une franchise comprenant une série télévisée d'animation, des bandes dessinées, des romans, des jeux vidéo et maintenant une série en prise de vue réelle sur Netflix. Créée par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, la série télévisée originale a été diffusée sur Nickelodeon de 2005 à 2008. Ça ne nous rajeunit pas pour ceux qui étaient devant leur télé à l'époque et cette nouvelle série aura au moins le mérite de remettre cet univers riche et merveilleux sur le devant de la scène. L'histoire se déroule dans un monde où certaines personnes, appelées maîtres, ont la capacité de manipuler l'un des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Le personnage principal, Aang, est le dernier maître de l'air et l'Avatar, une figure légendaire censée maintenir l'équilibre entre les nations en maîtrisant les 4 éléments. Cependant, il disparaît mystérieusement pendant 100 ans et le monde est plongé dans une guerre dévastatrice menée par la Nation du Feu. L'histoire commence lorsque Aang est découvert dans un iceberg par 2 adolescents de la tribu de l'eau du pôle sud, Katara et Sokka. Ensemble, ils entreprennent un voyage pour aider Aang à maîtriser les 3 autres éléments afin de mettre fin à la guerre et restaurer l'équilibre dans le monde. Au cours de leur périple, ils rencontrent de nombreux alliés et ennemis, affrontent des défis et découvrent des secrets sur l'histoire et la nature de l'Avatar. Et avant d'aller plus loin, je voudrais déjà souligner un truc qui me chagrine depuis toutes ces années. Un défaut qu'a cette série, mais uniquement en français. Le problème du mot maîtrise, plutôt que le mot bending en anglais qui signifie tordre, plier à sa volonté. Car c'est pas très clair en VF pour différencier un maître qui peut maîtriser et un maître qui a atteint un niveau suffisant pour être appelé ainsi. Notre langue, pourtant si belle, ne peut pas vraiment décrire cet univers avec exactitude. Il aurait peut-être fallu changer pour manipulateur, d'air, de feu, etc. Mais bon, c'est pas comme si on pouvait faire autrement. La série explore aussi des thèmes profonds tels que la responsabilité, la destinée, la morale, la politique et la spiritualité, tout en offrant une action palpitante, de l'humour et des moments émouvants. L'impact culturel d'Avatar, le dernier maître de l'air, est immense, et la série est souvent considérée comme l'une des meilleures émissions animées de tous les temps. Elle a notamment engendré une suite, La légende de Korra, qui se déroule 70 ans après les événements de la série originale et suit une nouvelle Avatar, Korra, dans ses propres aventures pour maintenir l'équilibre dans un monde en constante évolution. Et si la série Netflix est un succès et qu'ils adaptent aussi La légende de Korra, ça va être de la folie. Donc dans cette vidéo, que j'espère vous voir commenter avec votre avis sur la série, je vous promets de ne pas spoiler la saison 2 ou plus. Mais évidemment, ça va spoiler les événements de la première saison de la série. Alors avant de se lancer dans l'aventure aux côtés de l'Avatar, pense à t'abonner et laisse-moi ton plus beau like. Et c'est parti. Malheureusement, pour commencer, et pour parler de cette nouvelle série, je dois parler un peu du film Le dernier maître de l'air, sorti en 2010 et réalisé par M. Night Shyamalan, le réalisateur maudit. Un film qui n'avait même pas pu s'appeler Avatar à cause d'un petit film anecdotique sorti quelques mois plus tôt. Mais promis, je fais vite, personne, pas même moi, n'a envie de s'attarder sur cette bouse. Mais ce film était la première adaptation cinématographique de la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air, et représentait de très grandes attentes pour les fans. Cependant, le film a été largement critiqué autant par les fans de la série originale que par les critiques. Principalement pour son éloignement par rapport à l'histoire et à l'univers de la série animée, de nombreux éléments clés ont été modifiés ou omis, ce qui entraîne une perte de la richesse et de la profondeur de l'histoire originale. Le casting et les performances des acteurs ont également été largement critiqués. Les acteurs ne correspondaient pas vraiment aux personnages de la série animée et leurs performances étaient souvent plates et peu convaincantes. On avait par exemple le constipé de Twilight et même les autres qui ne sont pas vraiment mieux. Un whitewashing débile à l'époque autant que peut l'être le colorwashing aujourd'hui. L'histoire était trop confuse et précipitée, avec une intrigue mal expliquée ou simplifiée, ce qui a nui à la compréhension et l'appréciation du film. En conséquence, Le dernier maître de l'air a été un échec critique et commercial, considéré comme l'une des pires adaptations de séries animées à ce jour. Les fans de la série originale espéraient une adaptation fidèle et respectueuse de l'univers d'Avatar, mais le film n'a pas réussi à répondre à leurs attentes. Qu'en est-il donc de cette nouvelle série du côté de chez Netflix ? La série animée originale comptait une première saison de 20 épisodes de 15 minutes environ, si on enlève le générique et les récaps, qui est ici transformé en 8 de 50 minutes, ce qui au final donne plus de temps pour la première saison du live-action Netflix, 400 minutes contre 300 pour le dessin animé. Et ils ont pris le parti de découper la saison en 4 arcs narratifs, qu'il est très facile d'identifier grâce au titre des épisodes, chacun associé à un élément. On a donc les 2 premiers qui sont l'arc de l'air, avec la présentation de Aang, du temple austral et du début de sa quête.
Même si on découvre aussi nos amis de la tribu de l'eau ou les guerrières Kyoshi qui malgré leurs éventails sont bien du peuple de la Terre. Et c'est pareil pour la suite. Les 2 épisodes sur Omashu sont bien sûr sous le signe de la Terre, puis vient le feu, et là le thème est un peu moins évident malgré la prépondérance de Zuko et sa famille, et enfin l'eau une fois au pôle Nord. Donc un découpage plus ou moins thématique et surtout esthétique en 4 arcs, reprenant les événements majeurs de la première saison du dessin animé de Nickelodeon. Netflix a en effet décidé de zapper les éléments les moins intéressants de la première saison, en fusionnant même certains d'entre eux pour condenser son récit. Toutefois, certains éléments avaient tout de même leur importance, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie analytique de la vidéo. Donc je poursuis avec un élément de cette nouvelle adaptation qui a déjà beaucoup fait parler, et ce depuis la première présentation de la série et de son casting lors du To-Doom de juin dernier. Le casting donc, composé de beaucoup de nouvelles têtes, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est très accurate à l'œuvre originale. Aang, le petit garçon, gentil, modeste, bienveillant, fort et un peu naïf, qui tente même d'être drôle parfois avec quelques punchlines pas toujours efficaces. Puis viennent les 2 acolytes. Sokka pour commencer n'a que très peu d'évolution dans cette saison, car c'est vraiment dommage que son personnage ne soit plus le relou macho qu'il était dans la série animée. À la place, ici c'est juste un crétin. C'est dommage car ça aurait permis un vrai développement de personnage et pour le coup là ça aurait envoyé un vrai message positif. Katara, quant à elle, a un développement intéressant, même si au début c'était pas extraordinaire niveau interprétation. Et j'ai aussi constaté qu'en VO, son personnage était un peu plus vivant. Malheureusement, parfois le doublage a ses limites. Et donc Katara est plutôt agréable à suivre, mais sans plus. Elle est plutôt portée par le scénario que le contraire. Les personnages qui m'intéressaient vraiment de voir dans cette série étaient notamment Zuko et son oncle. L'acteur qui incarne le prince a une tête de gentil, c'est presque dommage. Il n'a plus sa tête de petit con capricieux, colérique et orgueilleux. Heureusement, le jeu de l'acteur est plutôt à la hauteur, même si pas assez détestable en ce début de série. Mais Hiro, le meilleur personnage de la série animée, confirme que c'est toujours le cas ici. Au tout début, j'ai eu un petit doute sur l'acteur, mais j'ai très vite changé d'avis. Il retranscrit à merveille le combat intérieur du vieux général, son humour et sa sagesse. Et sans spoiler, je peux vous garantir qu'on n'a encore rien vu. Et pour le coup, son doublage français est vraiment cool. Ozai aussi est vraiment canon, même si Daniel Dae Kim semble se prendre un peu trop au sérieux. Mais bon, il pète la classe avec sa barbiche et ses abdos, donc c'est parfait. Par contre, pour ce qui est de sa fille, Azula, bof, je suis plutôt déçu. Là on voit une gamine toute mimi et joufflue, comme ses 2 copines que je ne voyais pas du tout comme ça physiquement. Je vous laisse tirer vos conclusions, je n'en dirai pas plus. Là, elles font plutôt petite garce du lycée qui bitch sur tout le monde, plutôt que grosse psychopathe, colérique et pyromane. Mais bon, elle va avoir le temps de grandir un peu avant de vraiment devenir centrale dans l'intrigue, et donc devenir plus crédible, j'espère. Même si elle est déjà clairement bien présente. De plus, dans cette série, c'est souvent les personnages secondaires qui passent devant les petits jeunes à l'écran. Comme par exemple le lieutenant du bateau de Zuko qui au final est plutôt bon. Ou Bumi, ou même les avatars qui sont vraiment cool. Les personnages secondaires sont si bien écrits qu'en très peu de temps on s'attache à eux. Avouez-le, vous avez aussi trouvé ça émouvant quand le vieux moine est mort. Ou même mieux quand il revient. Non ? Et sinon, pour blaguer, mais à peine, vous avez dû remarquer qu'ils ont puisé dans toute la communauté asiatique d'Hollywood pour cette série. Et je pense que là encore, ce n'est pas fini. Bref, c'est dommage, parce que tout est bien dans cette série, sans être vraiment super. Techniquement c'est plutôt très bon, et même les acteurs ne sont pas mauvais, mais pas ouf non plus. Je m'attendais à mieux, surtout pour ce qui est du soin apporté à la production design. Car à ce niveau, c'est vrai que tout est plutôt bon, les effets spéciaux marchent vraiment bien, les éléments qui sont la base du truc sont très bien réalisés. De même que les make paintings ou les décors en dur, c'est plutôt très bon. Le tsunami au tout début par exemple, ou l'éveil de l'état d'Avatar, le premier qui est hyper stylé, ça donne immédiatement envie d'en voir plus. De même que la faune de ce monde dont on a eu un petit aperçu qui est déjà excellent. À pas bien sûr le bison volant ou Momo que j'étais impatient de voir apparaître, de même que les genres de Chocobo, les Toblerone et tous les autres. Les combats aussi sont vraiment pas mal, et encore heureux, c'est tellement important dans cet univers. Et là c'est vraiment super, ils ont vraiment gardé les inspirations des divers arts martiaux pour les différents éléments. Et les chorégraphies sont au top, surtout combinées au FX. Les make paintings sont très beaux comme je disais, présentant des environnements vertigineux et merveilleux. Les incrustations, on va dire que ça passe, la plupart du temps. Par contre, la série a tout de même un très gros côté kitsch. En effet, les décors et diverses ambiances ou biomes sont plutôt très bons, mais dès qu'on en vient aux costumes, c'est plus si simple. La série était vraiment efficace dans son intro. Moi qui suis fan de la première heure, j'ai retrouvé mon dessin animé d'enfance et je suis sûr que même les nouveaux spectateurs ont trouvé ça prenant, efficace et convaincant. Après, convaincant, ça dépend. Car quand on retrouve Katara et Sokka au tout début, ça devient plus compliqué. En effet, les costumes pour le coup sortent vraiment du magasin, ou de l'atelier d'un bon cosplayer. Ça m'avait pas frappé avant, malgré le long prologue, mais après, c'était fini, je ne voyais plus que ça. C'est d'une propreté horripilante pour l'univers qui est décrit. Et c'est vraiment dommage pour l'immersion, ce côté cosplayer à la Japan Expo. Même l'arme de Sokka ou le masque de l'esprit bleu, on dirait des jouets en plastique, donc c'est pas trop ça. Et les perruques, pour le coup, c'est pas beaucoup mieux.
La pire étant bien sûr celle de la princesse Yue qui fait vraiment trop fausse. Même les personnages sont parfois tout crasseux mais pas leurs fringues, c'est triste. Certes, ça dépend desquels, par exemple les armures en cuir et en métal sont plus crédibles que les manteaux en fourrure, mais ça reste kitsch à souhait, entre les designs tirés du dessin animé et les nombreuses couleurs, sans oublier les textures. Mais c'est probablement pour le mieux car ils ont pris le parti de conserver l'identité graphique de la série animée. Et en ça, on ressent un véritable intérêt du studio pour les fans de la première heure, et ça fait plaisir. Très vite, en introduction, la série nous offre exactement le même pitch que dans le dessin animé. Presque image par image, ce conte de l'Avatar est reproduit de manière très habile pour poser les bases en ajoutant en plus quelques détails sur les causes de la guerre du feu. La série s'ouvre donc sur un prologue mettant en avant la malveillance des fils du feu, ainsi que le passé de Aang juste avant son départ du Temple de l'Air. Ce qui faisait l'objet de plusieurs flashbacks dans le dessin animé devient l'intro afin de vraiment comprendre la mythologie autour de Aang et de l'Avatar. Il est donc bien plus facile ici de comprendre la genèse de Aang et permettre une meilleure entrée dans l'univers avec très vite des intrigues, des mystères et des combats épiques. Par contre, j'ai toujours eu du mal avec ce plan foireux du roi Sozin, car si Aang avait été au Temple de l'Air lors de son attaque, il serait mort, et le prochain Avatar se serait réincarné chez la tribu de l'eau. Et là, il aurait pu être entraîné par un peuple pas si facile à détruire, même si du coup, il aurait galéré à apprendre la maîtrise de l'air, par manque de maîtres. Mais la nation du feu aurait eu chaud aux fesses bien avant le retour de Aang. Mais bref, c'est juste un détail, surtout là pour dire que ce sont vraiment de gros méchants sans cœur. Et en parlant de détails, je n'ai pas encore parlé du genre qui fâche. Tout simplement car pour une fois, on y échappe plus ou moins. On a certes un petit ajout de xénophobie à l'enjeu global au tout début, plus personne ne se mélange. Les peuples se sont repliés sur eux-mêmes en temps de guerre. C'est cool, c'est un point de vue intéressant. Mais sinon, tant mieux, ils n'ont pas trop wokisé ce monde, qui n'avait d'ailleurs pas besoin de l'être, il est déjà parfait comme ça. Aucun blanc, des personnages handicapables, aveugles ou autres, des femmes fortes, et même Aang est vegan. Enfin si, on a quand même le coup de Oma et Shu qui deviennent deux femmes dans la série. Netflix n'a pas pu s'en empêcher. Mais c'est si mineur que ce n'est pas trop un problème. En gros, la série et son univers ont été bien nourris et respectés par cette adaptation. Et même ensuite, tout est vraiment à l'identique de l'animé. Donc la trame narrative originale est plutôt bien suivie, tout comme ses codes qui sont parfaitement respectés. Cette première saison, comme celle de la série animée, représente donc le livre de l'eau. Le début du voyage de l'Avatar à travers le monde, de sa quête pour accepter son statut et le destin qui lui est lié, ainsi que commencer son apprentissage. Depuis son réveil au pôle Sud jusqu'à la tribu de l'eau du pôle Nord et la bataille d'Agnakela. Et en effet, pour ce qui est des remises en question et du voyage, on a tout ce qu'il faut dans cette série. Mais malheureusement, on n'a toujours pas vu Aang s'essayer à la maîtrise des autres éléments, qui est tout de même central dans ce récit. Un récit qui a d'ailleurs été raccourci plutôt habilement. On zappe les péripéties secondaires de l'animé et c'est tant mieux, même si certaines avaient tout de même leur importance dans le développement de personnages ou de l'intrigue. Mais le plus gros est conservé, avec notamment les personnages secondaires importants qui pourraient revenir dans la suite. Le tout en compressant plusieurs intrigues entre elles, et même parfois un peu trop pour que tout rentre dans ces 4 arcs narratifs. Jet et sa bande sont à Omashu, comme les inventeurs qui devraient être au Temple de l'Air du Nord. De même que le parchemin de l'eau, Katara ne l'a pas dès le début, ça serait beaucoup trop facile sinon. Dans la série animée originale, c'est notre petite bande qui le vole à des pirates pour justement pouvoir s'entraîner. Et pas seulement Katara, mais aussi Aang, qui maîtrise déjà un peu l'eau avant d'arriver au pôle Nord. Et concernant les mélanges d'intrigues, pour raccourcir le récit, il y a évidemment le conte d'Oma et Shu qui, en plus de passer à la Moulinette Walk, est très rapidement expédié dans la série alors qu'ils sont dans les grottes. Et surtout l'esprit bleu qui est squishé dans les 2 épisodes sur les esprits, Roku, la prison et le flashback de Zuko, ce qui fait vraiment beaucoup. Ou même l'absence de bateau qui se fait sentir, un membre de leur tribu de l'eau qui semble savoir où se trouve le père de Sokka et Katara, ce qui représente un passage important dans leur voyage mais surtout dans leur amitié avec Aang. Mais là, il est absent de la série et c'est dommage. Sans oublier l'oubli le plus important je pense et qui aura le plus d'impact, mais qui se retrouvera peut-être dans la saison 2 pour compenser. C'est le fait que Aang apprend la maîtrise du feu très tôt dans son périple, avant même les événements au pôle Nord. Seulement, comme il ne maîtrise pas bien cet élément volatile, il fait le serment de ne plus y toucher. Sauf qu'évidemment, c'est contradictoire avec son destin d'avatar. Et plutôt que de développer ça, ils ont choisi d'empiéter sur la saison 2 en montrant la conquête d'Omashu et surtout de donner une véritable genèse au personnage d'Azula, qui n'apparaît normalement qu'en saison 2, mais que je trouve malheureusement un peu foiré. Les épisodes 5 et 6, sous le thème du feu, mettent en lumière la famille de Zuko, notamment son père, Ozai, et surtout sa petite sœur, Azula, ambitieuse, jalouse et calculatrice. D'ailleurs, la couleur des flammes d'Azula, encore rouge et non bleu, constitue un détail symbolique important. Je n'apprendrai rien aux anciens, mais ces flammes bleues étaient bien plus chaudes que celles de son frère, qu'elle veut absolument surpasser pour usurper son trône. Et cette couleur bleue était symbole à la fois de son ambition brûlante et de ce froid calculateur qui la caractérise.
Et en plus, à la fin de cette saison, elle balance déjà de la foudre, faut pas pousser non plus. Mais c'est probablement car la série veut poser ses enjeux majeurs et graves dès le début. C'est par exemple pour ça que la série donne dès le début une tonalité épique et intense, notamment à travers la présence de Mabooba, qui confère dès le début un poids considérable à la légende de l'Avatar. Cette série parvient à rendre la légende encore plus concrète et palpable dès le départ, créant donc une atmosphère immersive pour le spectateur. Et il en va de même pour la construction des antagonistes, quitte à gâcher ce rôle pour Zuko. L'accent est tellement mis sur la nature maléfique des Fils du Feu, notamment à travers des personnages comme le roi Sozin, dont l'imposante présence marque les esprits, que cette caractérisation renforce la tension et l'antagonisme entre les différentes factions, notamment avec des figures comme Ozai. Et ces épisodes posent donc un défi en voulant explorer plusieurs thèmes complexes en peu de temps. Par exemple, le voyage spirituel, bien qu'ayant une conclusion peu satisfaisante à la fin de l'épisode 6, offre des opportunités de développement accélérées pour les personnages à travers les séquences d'introspection dans le monde des esprits. Ce qui explique en partie les évolutions rapides observées dans les épisodes suivants. Et l'épisode 6, donc centré sur le temple de Roku dans la Nation du Feu, puis la prison, constitue un véritable périple pendant que les compagnons d'Aang attendent dans le coma. Et le plus intéressant ici, c'est la révélation de qui se cache derrière le masque de l'Esprit Bleu, Zuko, ce qui crée un rapprochement entre les deux maîtres, bien que le maître du feu reste influencé par son père, comme en témoignent les flashbacks sur son passé et son bannissement. D'ailleurs, le duel avec Ozai est l'un des plus intenses, même si la décision de Zuko de ne pas gagner soulève des questions sur son caractère et ses motivations. Et là, dans la série Netflix, c'est même pire il me semble. Il brûle volontairement son fils alors qu'avant c'était durant le combat. Enfin, il me semble, dites-moi si je me trompe pour ceux qui savent. Donc l'évolution un peu rushée de Zuko, qui gagne notamment le respect de ses hommes grâce à son histoire et son honneur, démontre qu'il ne s'est jamais vanté, déjà, ce qui est pas mal, et c'est surtout une preuve de son ambivalence et de sa détermination. Et donc, au final, dans cette série, le pauvre Zuko passe déjà pour un gentil, sans qu'on ait pris le temps de vraiment détester sa face. Et donc, son développement, jusqu'à son destin final, que je ne vous spoilerai pas, risque d'être édulcoré ou au pire gâché. Sinon, le retour sur l'île Kyoshi représentait aussi un beau moment au début de la série, et l'introduction de Suki apporte de nouveaux développements intéressants, notamment son apparition qui est mémorable, tout comme l'épique à son paroxysme avec le retour de l'avatar Kyoshi. Et les bases sont posées quant au lien entre Suki et le Bosoka, qui n'est pas travesti pour son entraînement avec elle dans cette adaptation, ce qui est étrange car c'était l'occasion. Cette étape explore notamment les incarnations précédentes de l'avatar de manière différente, en les dissociant de l'état d'avatar classique. Cette approche crée donc plus d'enjeux concernant l'état d'avatar de Aang et élimine le sentiment de carte Joker associé à ce statut surpuissant. L'épisode à Omashu, qui m'avait déjà charmé dans la série animée, est ici encore amélioré. L'ajout des nuances géopolitiques et des trahisons, réduisant donc le côté drôle et fun, tout en conservant l'ambiance originale de la ville. Tout ceci contribue à enrichir l'univers. Et le clin d'œil au vendeur de choux est un ajout sympa pour les fans de la première heure qui auront la ref. Puis, l'épisode 4, avec le flashback de Aang et son ami Bumi devenu roi, offre une occasion de développement pour le personnage principal. Les épreuves auxquelles Aang est confronté, bien que pas aussi impressionnantes que prévues, permettent de mettre en lumière la responsabilité et la difficulté du chemin de l'avatar. Mais je n'y ai pas vraiment ressenti autant de poids que ce que j'aurais imaginé. Et enfin, le final au nord présente à nouveau des éléments ultra kitsch, et même un peu cheap. Autant ils ont mis le paquet pour la Nation du Feu, mais ici c'est des igloos donc c'est pas facile, même avec du budget. Malgré cela, Katara parvient à calmer brillamment le machisme ambiant. Même si là encore elle fait ses preuves et puis direct c'est la bataille finale. Alors que ce combat devait justement lui donner le droit de s'entraîner avec les garçons, pour ensuite pouvoir vraiment prétendre au titre de maître. Et devenir ainsi celui de Aang plus tard. Cependant, dans la série Netflix, la quête initiatique d'Aang et son apprentissage semblent être vraiment survolés, en particulier en ce qui concerne les scènes d'entraînement, un aspect souvent négligé dans les adaptations de ce type d'histoire. Les progrès rapides des personnages en peu de temps soulèvent des questions sur la crédibilité du développement des compétences, et donc sur l'enjeu pour le spectateur. Et pour finir, l'introduction du dirigeable utilisé par Zhao relance à son tour le débat entre technologie et magie nature. Cette invention annonce déjà des développements futurs intéressants, notamment la conquête de la ville-montagne par le pays du feu, ce qui promet des confrontations passionnantes à venir. Finalement, la série rappelle que c'est par son voyage que l'Avatar, le dernier maître de l'air, changera le monde. Comme tout bon héros de shonen, alors que ça n'en est pas un soyons clairs, c'est grâce à ses amis et après son passage que le monde devient meilleur. En conclusion, Avatar le dernier maître de l'air sur Netflix est une série qui a suscité beaucoup d'attentes et de craintes chez les fans de la série originale, surtout après l'adaptation cinématographique décevante. Pour ma part, je pense que le défi est relevé, et plus que relevé. Malgré un ton toujours très enfantin et les visuels pas toujours crédibles ou trop colorés, cette adaptation est une réussite. J'y ai même pris plus de plaisir qu'avec One Piece qui avait pourtant choisi de s'éloigner du matériau de base. Là où cette série a plutôt fait le choix d'une fidélité absolue. Mais de là à dire que c'est le meilleur choix, pas sûr. Tout dépend surtout de l'œuvre, je pense.
Bref, bien sûr, chacun se fera son propre avis, mais j'espère que cette critique vous aura donné un aperçu de ce qu'il y avait à retenir dans cette nouvelle aventure. Cette série n'est donc pas parfaite, mais elle a au moins le mérite de respecter son œuvre d'origine ainsi que son spectateur, qu'il soit fan de longue date ou pas. Sa production déjà soignée ne fera sûrement que s'améliorer pour ceux qui pêchent, pour nous offrir un monde encore plus vibrant dans les prochaines saisons. Et j'espère vraiment, si la qualité reste au rendez-vous, voir un jour la légende de Korra être aussi adaptée. Alors espérons que cette première série saura tenir la distance. Et pourquoi ne le ferait-elle pas? Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, surtout qu'elle est arrivée un peu tard, mais bon, ça reste un hobby pour le moment. Donc merci, pensez à vous abonner, c'est vraiment important pour continuer à faire vivre la chaîne, et tant qu'à faire, ne partez pas sans me laisser votre avis en commentaire, ainsi que votre plus beau like. Et sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.